1183 Baudouin. Quatrième le roi lépreux de Jérusalem, n'a que 22 ans, mais il est proche de la mort. Par son courage et son dévouement, le jeune roi a protégé Jérusalem et a réussi à défendre ses terres contre les attaques de Saladin, le puissant sultan ayoubide d'Égypte et de Syrie. Cependant, la puissance de Saladin augmente et la santé de Baudouin décline. Alors que la lèpre ronge le roi, il doit affronter la question de la succession. Sa sœur et héritière, la princesse Sibylle, a épousé le jeune chevalier Guy de Lusignan, mal considéré par de nombreux nobles du royaume. Baudouin peut-il faire confiance à Sibylle et Guy pour gouverner sagement? Après avoir quitté sa capitale égyptienne, Saladin attend le moment idéal pour attaquer. Baudouin sauvera-t-il son royaume aujourd'hui? Dans cet épisode final de notre série sur la vie du roi lépreux, nous allons examiner les dernières années de Baudouin, quatrième roi de Jérusalem. Dès le début de son règne, Baudouin IV s'efforça d'empêcher Saladin de conquérir Jérusalem et d'étendre son pouvoir en Syrie du Nord. Début 1183, Baudouin y était parvenu malgré les ressources de Saladin. Le sultan n'avait pas réussi à conquérir le royaume croisé et avait échoué à prendre le contrôle des villes les plus importantes de ses principaux rivaux musulmans, les Zengides. Maintenant, Saladin tentait à nouveau de briser le pouvoir des Zengides. À Alep et Mossoul, Baudouin avait allié les Zengides et coopéré avec eux pour contrer Saladin. Au cours de l'hiver 1182, Saladin soumit de nombreuses forteresses entre Mossoul et Alep, divisant ainsi efficacement les deux grandes villes Zengides. Durant ce temps, Renaud de Châtillon, vassal de Baudouin, lança une action audacieuse contre la politique de Saladin. Au château de Kérak, les hommes de Renaud bâtirent une flotte de 5 navires de guerre en section. C'était une entreprise coûteuse qui nécessitait des charpentiers de marine qualifiés venus des villes côtières. Le roi Baudouin était sûrement au courant de ce projet et a dû contribuer à son financement. Les troupes de Renaud transportèrent les navires sur le dos de chameaux à travers le désert jusqu'au golfe d'Aqaba. Là, les navires furent assemblés et lancés sur la mer Rouge, où aucun navire chrétien ne s'était aventuré depuis la conquête musulmane de l'Égypte 5 siècles plus tôt. La mer Rouge était dangereuse, Renaud utilisa donc des pilotes arabes experts de ces eaux. Chaque galère avait des groupes de combattants, aucun navire musulman n'était présent et les villes côtières n'étaient pas fortifiées. C'était une région que Saladin n'aurait jamais imaginé pouvoir être attaquée et c'est précisément pour cette raison que Renaud l'a choisi. 2 des navires de Renaud ont bloqué le château de l'île du Pharaon dans le golfe d'Aqaba. Renaud lui-même ne participa pas à la campagne navale, mais il bloqua le port d'Ailat avec ses forces terrestres. Les 3 autres navires de guerre ont attaqué en mer Rouge, détruisant plus de 12 navires marchands musulmans, puis pillé Adab, pleine de pèlerins allant à la Mecque. Ils ont pénétré à l'intérieur des terres, capturé une caravane et tué tous ses membres, puis la flotte a traversé la mer Rouge et continué à semer la terreur à la Mecque. La panique a gagné les gens car les pirates semblaient viser la Mecque. Le régime de Saladin a bien géré la situation. Son frère Al-Adil a envoyé des navires de guerre égyptiens sur la mer Rouge. Renaud s'est replié avec les troupes en Transjordanie. Certains membres d'équipage chrétiens ont fui, mais les Ayyoubides ont détruit les navires de Renaud et capturé de nombreux soldats. Saladin a fait exhiber puis décapiter les prisonniers dans les villes d'Égypte. L'historien André Ehrenkreutz affirme que la défaite rapide de Renaud face à Saladin a autant renforcé la réputation de Saladin que tout autre événement, comme défenseur de l'islam face aux infidèles. Cependant, tous les musulmans ne partageaient pas cet avis. Pour certains, la longue guerre de Saladin contre les Zengides aurait permis ce raid choquant. Durant cette période, Saladin resta chez les Zengides, combattant Izz ad-Din, souverain de Mossoul. Saladin espérait obtenir l'approbation du calife abbasside dans sa guerre contre les Zengides. Le calife An-Nasir envoya un messager à Mossoul pour demander à Saladin d'arrêter ses attaques. Saladin cessa son invasion en février 1183. Alep et Mossoul demeuraient alors inaccessibles à Saladin. L'historien Bernard Hamilton affirme que Renaud avait démontré que les Ayyoubides ne pouvaient pas protéger le Hadj à cause des ambitions politiques de Saladin en Syrie du Nord et en Irak.
Dans certains milieux musulmans, cela a terni l'image du sultan. Pendant des années, les Zengides se plaignaient que Saladin menait une guerre injuste contre leur règne légitime en Syrie et en Irak. En 1182, les ressources du royaume croisé de Jérusalem furent durement éprouvées. En février 1183, le roi et la haute cour décidèrent de lever un impôt général pour renforcer les défenses du royaume. Guillaume de Tyr rapporte que la lèpre du roi était pire que jamais. Le roi devint aveugle, et ses membres furent si gravement atteints qu'il ne pouvait plus se servir de ses mains ni de ses pieds. Pourtant, bien que certaines personnes lui aient suggéré d'abdiquer et de mener une vie retirée, il refusa de céder ni la fonction royale ni le gouvernement du royaume. Car, bien que son corps fût faible et impuissant, il était fort d'esprit et fit un effort surhumain pour dissimuler sa maladie et assumer les charges de la royauté. En mai, Salah ad-Din reprit sa campagne contre les Zengides. Ses récentes conquêtes ayant isolé Alep de Mossoul, le sultan put alors l'assiéger complètement. Le frère d'Izz ad-Din de Mossoul, Imad ad-Din, gouverneur d'Alep pour les Zengides, ne pouvait qu'observer sa ville mourir de faim. Il conclut plutôt un accord avec Saladin, cédant Sinjar. Ibn al-Athir note la déception des Zengides. Ahmad ad-Din a abandonné une forteresse comme Alep et a reçu en échange quelques villages et champs qu'il a quittés, et Saladin en a pris possession. Tout le monde fut stupéfait par cela et condamna ce qu'il avait fait. En effet, certains des gens du peuple d'Alep ont apporté une bassine d'eau et ont crié « Tu n'es pas fait pour gouverner, tu es seulement bon à laver le linge ». Le 12 juin 1183, les forces de Salah ad-Din prirent le contrôle d'Alep. Enfin, le sultan avait brisé cette grande forteresse des Zengides. Moment de triomphe pour Salah ad-Din, qui étendit son empire en entrant à cheval dans Alep. Ce fut sûrement un moment d'exaltation. La conquête d'Alep par Salah ad-Din tomba sur le royaume de Jérusalem comme un nuage noir. Mais Baudouin et ses sujets eurent peu de temps pour réfléchir à la question. Ils apprirent que Salah ad-Din, tout juste victorieux, rassemblait son armée pour envahir à nouveau le royaume croisé. Le roi convoqua l'armée à Séphoris. Raymond III de Tripoli et Bohémond III d'Antioche envoyèrent des chevaliers et utilisèrent les impôts pour payer des mercenaires. L'armée franque comptait au total environ 1300 cavaliers et 15 000 fantassins, mais le roi Baudouin se sentait si malade qu'il ne put rejoindre l'armée. Sa mère veillait sur lui à Nazareth et il restait alité, fiévreux. Tout le monde pensait qu'il allait bientôt mourir, et avec Saladin, plus puissant que jamais, qui approchait avec son armée, la situation était des plus inquiétantes. Le roi Baudouin nomme un régent pour le remplacer. Selon Guillaume de Tyr, le roi fit de Guy de Lusignan le régent, ordonnant à tous ses vassaux et à tous les princes en général de devenir ses hommes liges et de lui prêter hommage. Et cela fut fait, mais d'abord sur l'ordre du roi. Guy dut jurer que, du vivant de Baudouin, il ne chercherait jamais à se faire roi, et qu'il ne donnerait à personne d'autre, ni n'aliénerait du trésor royal aucun des châteaux citoyens que le roi possédait actuellement. Guillaume de Tyr affirme que ces conditions ont été imposées parce qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles Guy avait promis des parties du domaine royal à ses partisans. Guillaume avait une mauvaise opinion de Guy. Il manquait de force et de sagesse pour porter le lourd fardeau qu'il avait pris en charge. Guy de Lusignan était désormais commandant en chef de l'armée. Il était impératif qu'il soit à la hauteur du défi que représentait l'invasion de Saladin. Une victoire militaire ferait taire ses opposants et renforcerait sa succession à Baudouin. Mais Guy manquait d'expérience et n'avait jamais dirigé de grands raids. Le 17 septembre 1183, l'armée de Saladin se regroupa au sud de Damas pour envahir le royaume chrétien. Saladin traversa le Jourdain le 29 septembre et marcha vers Bethsan, dont les habitants s'enfuirent à Tibériade. Pendant ce temps, l'armée franque se dirigeait vers la Fève. L'armée de Saladin était bien plus nombreuse que celle des croisés. Le sultan envoya une avant-garde de 500 cavaliers pour harceler les croisés en marche. Les Francs gardaient un ordre parfait, la cavalerie au centre protégée par l'infanterie avec de grands boucliers.
L'avant-garde du sultan n'a pas provoqué de charge prématurée des chrétiens. Alors que les croisés approchaient de l'armée de Saladin, une escarmouche éclata entre les cavaliers ayyoubides et les chevaliers d'Amri de Lusignan. Amaury reçut le soutien des frères Ibelin, Baudouin et Balian, et ensemble ils repoussèrent la cavalerie de Saladin. Pendant 9 jours, des escarmouches éclatèrent entre les deux camps, parfois féroces avec des pertes de chaque côté. Le sultan envoya des cavaliers piller autour de Fort-Blay. Salah ad-Din tenta de provoquer les chrétiens, mais ceux-ci restèrent fermes et défendirent à leur position. Le 7 octobre, le sultan se dirigea vers le mont Tabor, tentant de nouveau d'attirer les croisés, mais ils refusèrent. En manque de ravitaillement, Salah ad-Din se retira, traversa le Jourdain et rentra à Damas le 14 octobre. Les Francs retournèrent alors à Séphoris, où ils restèrent rassemblés pendant quelques jours, craignant que le sultan ne revienne pour une nouvelle attaque. L'armée croisée a agi stratégiquement avec brio. L'immense armée de Saladin envahit la Galilée mais obtint peu de succès, repoussée par l'armée franque sans perte notable. Défiant toutes les attentes, le roi Baudouin se remit de sa fièvre. Il n'était pas satisfait de l'issue de l'affrontement de Guy avec Saladin. Guillaume de Tyr dit que le roi jugeait Guy incompétent dans la gestion de la campagne. Baudouin lui retira la régence et reprit le pouvoir. Baudouin pensait que Guy avait manqué une chance importante de vaincre Saladin. Ce n'était pas une simple escarmouche. L'armée du royaume avait été entièrement mobilisée à grands frais et était bien positionnée pour affronter de front l'armée du sultan. De nombreux nobles estimaient que Saladin avait été imprudent et risquait un désastre comme à Montgisard. Peut-être que si une attaque décisive avait été tentée, l'armée de Saladin aurait pu être anéantie. Certains membres de la haute cour estimaient que Saladin était trop fort et qu'une attaque aurait été désastreuse. Mais le roi faisait partie de ceux qui pensaient autrement. Baudouin perdit toute confiance en Guy pour ne pas avoir attaqué Saladin. C'est frappant étant donné l'image populaire créée par le film Kingdom of Heaven qui dépeint le contraire. Baudouin redoutait que Guy ne provoque une guerre avec les musulmans pour renforcer sa politique. Baudouin fit couronner son neveu de 5 ans, fils de Sibylle, à ses côtés dans l'église du Saint-Sépulcre le 20 novembre 1183 sous le nom de roi Baudouin V, de Jérusalem. Baudouin, soutenu par la haute cour, Bauman III Raymond, III Baudouin et Balien d'Ibelin, prit cette décision. Baudouin prit alors des mesures pour isoler Guy, avec pour objectif probable de le chasser du royaume. Le roi lépreux demanda au patriarche de Jérusalem d'examiner le mariage de Sibylle et Guy pour l'annuler, mais d'autres urgences apparurent. Saladin rassembla à nouveau son armée et attaqua la forteresse frontalière de Kérak. Baudouin reconnut la menace. Aveugle et infirme, le roi dirigeait toujours ses hommes. Incapable de monter à cheval, il était porté sur une litière à la tête de ses troupes en marche. Saladin voulait Kérak, une épine dans son pied depuis la conquête de Damas, mais ce château n'était pas facile à prendre. Le château était immense et doté des fortifications franques les plus sophistiquées. Même aujourd'hui, les ruines de Kérak offrent un spectacle imposant. Saladin rassembla une grande armée syrienne pour attaquer le château. Ibn al-Athir raconte la campagne. Saladin arriva à Kérak pendant le mois de Rajab, où il fut rejoint par son frère Al-Adil avec l'armée égyptienne. Son armée était nombreuse et il imposa un blocus strict. Les musulmans pénétrèrent dans la banlieue et en prirent le contrôle, resserrant le siège de la forteresse depuis la banlieue et prenant l'avantage dans la bataille. 7 trébuchets furent installés et lancèrent des pierres sans interruption. L'armée chrétienne avança vers Kérak, la relique de la vraie croix du Christ portée devant eux lorsqu'ils atteignirent la mer Morte. Le roi Baudouin était gravement malade et confia le commandement à Raymond III de Tripoli le 4 décembre. Saladin apprit l'approche de l'armée croisée et, après un siège d'1 mois, décida de battre en retraite. Guy accompagna l'armée de secours, mais après la campagne de Kérak, il s'enfuit à Ascalon et demanda à Sibylle de le rejoindre. Guy redoutait que Baudouin, revenu à Jérusalem, interdise à Sibylle de le revoir. Sibylle resta fidèle à son mari. À Ascalon, le roi convoqua Guy à une entrevue personnelle. Guy refusa, prétextant une maladie, ce qui dut sembler bien ironique à Baudouin.
le roi. Baudouin se rendit à Ascalon et exigea d'entrer. Guy refusa d'ouvrir la porte. Baudouin se fit porter en litière et frappa lui-même à la porte. Ce geste, observé par de nombreux habitants sur les remparts, visait à montrer la désobéissance de Guy et à justifier que le roi lui retire son fief. Baudouin alla à Jaffa, où la garnison ouvrit la porte sans question. Il renvoya la garnison de Guy et nomma son gouverneur. Baudouin alla à Acre, réunit la haute cour et demanda officiellement la destitution de Guy comme vassal récalcitrant. En juin 1184, Baudouin envoya les maîtres du temple, de l'hôpital et le patriarche Héraclius en Occident pour demander une nouvelle croisade. Face à Saladin, la mission devait cibler le roi Henri II d'Angleterre. Parent de Baudouin, il espérait éveiller le sens du devoir chez le puissant roi anglais, immensément riche et maître de la moitié de la France. Henri avait déjà largement aidé financièrement Jérusalem. Mais Baudouin voulait que son cousin royal vienne lui-même au secours de la Terre Sainte. En août, Saladin assiégeait de nouveau Carac. Baudouin, incapable de quitter son lit, continuait de diriger, l'armée le portant sur une litière durant toute la marche. Défendu par Renaud de Châtillon, Carac tenait bon. Le chroniqueur Ibn al-Athir relate le siège et les événements qui ont suivi. Les Francs quittèrent de nuit pour Carac. Et lorsque Saladin l'apprit, il comprit qu'il n'allait pas prendre le dessus cette fois-ci, ni atteindre aucun objectif. Il se dirigea vers Naplouse et pilla toutes les terres sur son chemin. Arrivé à Naplouse, il y mit le feu, la détruisit et la saccagea. Il y tua, captura et réduisit en esclavage de nombreuses personnes. Salah ad-Din se retire à Damas. Le roi lépreux supervisa la restauration des douves de Carac et accorda à Renaud de Châtillon une subvention pour réparer le mur extérieur. À cette époque, Guy s'obstinait encore à tenir Ashkelon malgré son impopularité. Il avait des partisans à la haute cour plaidant pour lui et tentant d'empêcher le roi de lui retirer entièrement son fief. Le 6 octobre 1184, Guy de Lusignan mena un raid depuis Ashkelon, attaquant des Bédouins près du fief royal de Daroum, à la frontière du désert du Sinaï. Ces Bédouins, protégés du royaume, furent attaqués par vengeance. En réaction aux tentatives de Baudouin de destituer Guy, le roi se mit en colère. Les Bédouins étaient de solides alliés du royaume qui espionnaient Saladin et fournissaient des renseignements cruciaux aux croisés. La stupidité du raid de Guy souligna son inaptitude au trône. Fin 1184, la santé de Baudouin déclina rapidement. Début 1185, il était clair qu'il était mourant. La haute cour s'assembla autour de son lit pendant que le roi dictait son testament final. Le chroniqueur Ernoul décrit la scène. Dirent les membres de la haute cour: nous refusons que le beau-père de l'enfant, Guy de Lusignan, devienne régent après son couronnement, car il manque de compétences pour gouverner. Alors le roi dit: décidez entre vous qui je dois nommer régent pour l'enfant. Ils décidèrent que personne ne pouvait gouverner aussi bien que le comte de Tripoli. Le roi convoqua le comte et lui demanda d'être régent du royaume et du jeune roi pendant 10 ans, jusqu'à la majorité de l'enfant. En sa présence, Baudouin fit prêter hommage devant le jeune roi Baudouin V et le comte de Tripoli. Raymond III avait été régent pour Baudouin. 4e. Il serait à nouveau régent. La haute cour limita Tripoli, confiant aux Templiers et hospitaliers les châteaux du royaume pendant la régence et nommant Josselin de Courtenay tuteur de Baudouin V. Même après des désaccords et conflits, Baudouin semble avoir fait confiance à son cousin Raymond III. Le roi regrettait désormais d'avoir laissé Guy de Lusignan épouser sa sœur. Raymond, membre ancien de la famille royale, était un commandant compétent. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait repris son rôle de régent. Cette affaire réglée, la haute cour resta à Jérusalem et le roi lépreux souffrit de sa dernière maladie. Baudouin IV, en fin de vie, avait tout fait pour sécuriser le royaume qu'il avait protégé avec fidélité. Durant son règne, il envoya une mission en Occident pour demander une nouvelle croisade. Il avait assuré le trône à son neveu et obtenu l'accord de la haute cour pour une régence.
Il avait personnellement repoussé une dernière attaque pendant son règne à la frontière menée par son ennemi Saladin, et il avait légalement interdit à Guy de Lusignan de jamais accéder au trône. Malgré ses immenses souffrances, Baudouin le lépreux montra encore pourquoi il était si respecté. Avant la mort de Baudouin, la haute cour s'est réunie une dernière fois à son chevet pour honorer le jeune homme qui avait protégé Jérusalem pendant 11 ans. Couronné en 1174, le jeune homme beau et athlétique était méconnaissable. La lèpre avait presque entièrement détruit son corps, le rendant infirme et privé de la plupart de ses sens. Pourtant, jusqu'à la fin, il resta actif et sécurisa le royaume. Bernard Hamilton l'exprime le mieux. Peu de souverains sont restés chefs d'État effectifs en étant handicapés par de telles infirmités physiques, ou se sont sacrifiés aussi totalement aux besoins de leur peuple. Sous Baudouin, le royaume était fort, loin de décliner ou de survivre difficilement. Le royaume de Jérusalem était prospère, avec une armée compétente dirigée par son roi. Face à la force de Saladin, le royaume a tenu bon grâce à un dirigeant compétent. Le grand problème que Baudouin n'a finalement pas pu résoudre était celui de la succession, un héritage de sa lèpre. Il est mort jeune, sans enfant, laissant pour héritier son jeune neveu. Après la mort du roi lépreux, le factionnalisme allait réapparaître. Baudouin, 4 de Jérusalem, est mort entre mars et mai 1185. Il n'avait pas encore 24 ans. Le roi fut inhumé près de son père dans l'église du Saint-Sépulcre, lieu de la mort et résurrection du Christ et cœur du royaume. Baudouin a régné durant la période la plus difficile du royaume de Jérusalem et a triomphé. Il a affronté Saladin, souverain d'un vaste empire, et pourtant, le roi lépreux a remporté victoire sur victoire. Les forces de Baudouin étaient en infériorité numérique face aux immenses armées du sultan d'Égypte et de Syrie, et pourtant, guidé par ce jeune homme frappé par la maladie, les croisés l'ont emporté. Même le plus compétent des rois aurait peiné face à Saladin, l'un des souverains les plus remarquables. Baudouin, 4e de Jérusalem, releva ce défi. Aujourd'hui, Baudouin, roi lépreux de Jérusalem, est reconnu pour son héroïsme, son dévouement et sa foi. Il demeure une source d'inspiration pour beaucoup, un symbole de vaillance face au danger et de victoire face à l'impossible. La bataille de Montgisard symbolise au mieux son règne. Quand le jeune roi lépreux, avec quelques templiers et chevaliers, chargea les forces de Saladin et gagna. Merci d'avoir regardé. Découvrez notre documentaire sur la vie de Charlemagne, fondateur de l'Europe médiévale. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour regarder. Visitez notre page Patreon pour nous soutenir, poser des questions et accéder à du contenu exclusif.